Hey, salut tout le monde. Fait que c'est Lydia et Robin du balado Vers l'avenir. Aujourd'hui, on va vous faire une thématique sur le salaire minimum avec notre invité Pierre-Alexandre Caron. Puis je tenais à dire que ça fait exactement un mois que le salaire minimum a augmenté. Fait que ça fait un mois que les Québécois s'enrichissent. Pierre-Alexandre, c'est quand même cool. Là. Fait que... Oui, c'est le fun. C'est bien le fun. Ouais. Fait que si tu n'avais pas saisi un petit peu, peut-être d'ironie dans ma voix, en tout cas, écoute, Pierre-Alexandre, c'est bien correct, là. C'est peut-être moi, c'est pas grave. Je vais te demander un petit peu de te présenter, PA, là, s'il te plaît, aujourd'hui. Oui, c'est moi qui n'ai pas saisi l'ironie parce qu'effectivement, le salaire minimum, ça n'a pas été l'augmentation qu'on aurait attendu. Je me présente Pierre-Alexandre Caron. Je suis conseiller à la recherche au SFPQ depuis 5-6 ans là, maintenant. Et je suis l'économiste. Fait que c'est pour ça qu'on me demande de venir parler de salaire minimum aujourd'hui, puis ça va me faire plein plaisir d'en jaser avec vous autres, parce que c'est quelque chose, un des outils qu'on a pour la sortie de la pauvreté au Québec. Moi, j'ai une première question que tu viens de mentionner. Un économiste dans un syndicat, qu'est-ce qui fait qu'un économiste, un jour, se réveille et se dit « Moi, je veux faire du syndicat », parce que dans ma tête à moi, puis peut-être que je suis erronée, mais un économiste un peu capitaliste, fait qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est un peu... Beaucoup d'économistes sont capitalistes, non? On va pas se le cacher. Ceci dit, l'économie, c'est une science sociale, puis qui dit science sociale dit qu'il y a différentes tendances, qu'il y a différentes écoles de pensée. Moi, j'ai toujours été là, plutôt de l'école de pensée qui prend le parti des travailleurs, qui s'inquiètent là, peut-être des rapports de pouvoir dans la société. Fait que quand on s'intéresse à ces questions-là, ça devient quand même naturel là, d'aller travailler dans un syndicat quand on en a l'occasion. Ça fait bien du sens. C'est cool. Écoute, moi, j'ai une question, là, puis je sais pas si je suis tout seul à me la poser, là, mais tu sais, on parlait, le salaire minimum devrait être à $15. Là, on sait qu'il se rapproche, puis là, on est comme plus, le salaire minimum devrait être clairement à $18. Je veux comme savoir pourquoi que le salaire minimum devrait être à $18 de l'heure, PA. C'est une bonne question. Tu sais, normalement, le critère, là, finalement, pour établir c'est quoi le salaire minimum, ce qui est revendiqué par les syndicats, par les organisations de la société civile, là, c'est vraiment qu'on réussisse à sortir de la pauvreté. L'objectif, c'est qu'une personne qui est seule, dans un ménage seul, là, donc, soit capable de survivre puis de bien vivre, finalement, faire plus que survivre en fin de compte, puis de vivre en travaillant 40 heures semaine au salaire minimum. C'est l'espèce de revendication de base. Et auparavant, tu as tout à fait raison, la revendication, c'était 15 $ de l'heure, mais ça fait des années qu'on était là-dessus. Puis avec l'augmentation du coût de la vie, puis l'augmentation des autres salaires en général, c'est juste rendu un chiffre qui était dépassé, puis on devait le remettre à jour. Fait que maintenant, en 2022, si on veut un salaire là, décent, ça serait 18 $ de l'heure qui serait nécessaire. OK. Puis ça, le syndicat, dans le fond, soutient ce mouvement-là, j'imagine aussi, cette coalition-là, pour ce salaire à 18 $ de l'heure. Oui, le SFPQ fait partie prenante là, de cette nouvelle coalition-là qui s'appelle Coalition Minimum 18 $, qui a été fondée là, à l'automne dernier, finalement. C'est une coalition qui regroupe là, les 9 grands syndicats au Québec, plus des organisations de la société civile. Là, on pense au Collectif pour un Québec sans pauvreté, au Front de défense des non-syndiqués et au Centre des travailleurs immigrants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, là, souvent dans les syndicats, on va réussir à l'avoir là, dans bien des cas, ce 18 $-là, mais les syndicats sont là pour améliorer les conditions de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses au Québec. Fait que c'est vraiment dans un élan de solidarité là, qu'on est impliqué dans cette coalition-là. C'est un peu là que je m'en allais, mais tu sais, qu'est-ce qui fait, au syndicat, j'imagine qu'on n'a pas nécessairement des revenus en bas du salaire, au salaire minimum ou en bas du salaire minimum, parce que c'est pas légal en bas du salaire minimum, on s'entend. Mais qu'est-ce qui fait qu'un syndicat décide de revendiquer pour un salaire minimum alors que ses membres ne sont pas nécessairement au salaire minimum? Dans le cas du SFPQ, on en a des membres qui n'ont pas atteint le 18 $ de l'heure. Là. Pensons à nos gens là, qui travaillent à la CEPAC, pensons à des gens qui travaillent dans des unités d'accréditation là, ancrées dans le tourisme puis qui sont davantage en région, destination Chic-Choc, Rivière-Saint-Jean. C'est pas des gens qui ont des gros salaires. C'est des gens qui ont souvent en bas d'un 18 $ de l'heure. Fait que nous, au SFPQ, quand on fait partie prenante de ces revendications-là, en fin de compte, on vient travailler directement dans l'intérêt de certains de nos membres.
Ceci dit, on a d'autres syndicats où est-ce que eux autres, mettons, ils ont des enseignants ou des syndicats de plus de professionnels. C'est clair que personne n'est au salaire minimum pour eux. Fait que là, c'est une question davantage de solidarité. Puis ce que ça fait, dans le fond, c'est que au SFPQ aussi, là, nous, on vise pas juste à défendre nécessairement les conditions directes des travailleurs, mais on vise un projet de société progressiste. Puis on croit que dans une société la plus progressiste possible, ben c'est quand même dans celle-là que nos membres, peu importe leur niveau de salaire, vont le plus s'épanouir puis vont avoir les meilleures conditions de vie possibles. Puis qu'est-ce qu'on dit à un membre qui gagne, mettons, 18,50, puis lui, il pense que si le salaire minimum devient à 18 $, ben qu'il vient de perdre, dans le fond, un peu de son pouvoir d'achat. Comment qu'on fait pour le mobiliser à rentrer dans cette vague-là de mobilisation pour le salaire minimum à 18 $ de l'heure? C'est une bonne question. C'est sûr que la personne qui est à 18,50, elle va voir ça comme une perte relative de son pouvoir d'achat. Quand les gens montent en arrière, ben c'est l'impression que ça donne. Ceci dit, ce que les études montrent, c'est que quand le salaire minimum augmente, les employeurs, puis bon, on a le gouvernement du Québec, c'est peut-être pas les plus enclins à en parler, mais par la force des choses, puis la pression, puis les problèmes d'attraction-rétention, il n'y aurait pas le choix finalement d'essayer de conserver une certaine hiérarchie dans ces emplois. Fait que de relever finalement un petit peu ces emplois les moins bien payés pour toujours garder un certain écart par rapport au salaire minimum pour continuer d'être un employeur qui est attractif. L'autre truc, par contre, c'est que quand on parle de solidarité avec les plus faibles payés, c'est quand même difficile de vouloir conserver des gens en situation de pauvreté juste parce qu'ils vont nous rattraper davantage. On est toujours en train de vouloir réduire les inégalités. Je pense que faut plus tourner sa frustration vers les inégalités du haut que vers ceux qui nous rattrapent puis les plus petits salariés. T'sais. En réalité, s'il y a des inégalités importantes dans notre société, c'est qu'il y a des gens qui ne payent pas leur juste part parce qu'ils font beaucoup, beaucoup plus d'argent et malheureusement trouvent toutes sortes de manières de ne pas nécessairement payer leurs impôts là, avec des échappatoires fiscaux, l'évasion fiscale et tout le tralala. Les paradis fiscaux, finalement. Ouais. Exactement. Puis ça, le syndicat, il s'en mêle-tu justement des paradis fiscaux puis des gens qui s'échappent là, financièrement comme ça, des îles Caïmans ou des choses comme ça, là, ou à plus petite échelle? Ben ouais, on essaye d'être cohérent dans notre action puis de boucler la boucle. Hein. Fait qu'effectivement, le syndicat, on n'est pas juste à la coalition minimum 18, là, on est aussi entre autres au collectif collectif échec aux paradis fiscaux sur lequel là, je siège au comité de coordination là, d'ailleurs. Comment le salaire minimum est fixé par le gouvernement? Qu'est-ce qui fait que c'est le salaire, je pense qu'on est rendu à 15 ou à 14 et... On est à 14 et 25. Et 25 là. Depuis un mois. Donc, comment que le gouvernement le fixe, ce montant-là? Le gouvernement fixe le salaire minimum selon un ratio hein, qui est le salaire moyen horaire au Québec, qui est le salaire, dans le fond, pour le gouvernement, il faut que le ratio du salaire minimum sur le salaire moyen au Québec, ça vaille 50%. Fait qu'il faut que le salaire minimum soit 50% du salaire moyen. Au-delà de ça, ce qui est targué par le gouvernement, c'est que on aurait des impacts négatifs sur l'emploi. C'est qu'il y aurait comme, en voulant augmenter le salaire minimum, finalement, on viendrait couper des heures d'emploi, on viendrait affecter des jobs, on ferait fermer des entreprises, etc. Ceci dit, puis on appelle ce 50%-là, là, il y a un petit nom là, dans le milieu des économistes pro salaire minimum plus élevé. Ça s'appelle le verrou Fortin. Verrou Fortin, pourquoi? Parce qu'il y a l'économiste Pierre Fortin qui a fait un papier dans les années 80 disant qu'il allait avoir des gros impacts sur l'emploi des jeunes si on allait au-delà de ce ratio-là. Par contre, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'études là, qui ont été faites avec des données à l'appui pour montrer que c'est plus ou moins vrai, là, qu'il n'y a pas vraiment de chiffre magique là, qui fait qu'à partir de 50%, là, oups, on vient de traverser quelque chose de catastrophique qui va avoir un impact négatif. Puis ça commence à être un petit peu reconnu par la bande, là, par le gouvernement, parce qu'auparavant, il y avait tellement peur de ce 50%-là qu'il s'était fixé ça à 47%. Fait qu'il voulait être sûr de ne pas dépasser le 47%. Là, depuis une couple d'années,
il est comme plus lousse, là, parce qu'il a vu qu'il y avait une pression à la hausse aussi sur les salaires du fait de la rareté de la main-d'œuvre. Et là, maintenant, là, on est même dépassé légèrement le 50 %. On est à 50,25 % cette année. Fait que là, je ne sais pas s'ils ont retenu leur souffle ou quoi que ce soit. Fait que ça va comme tout ça, débalancer. Ah oui, oui, oui. Fait que c'est comme ça que le gouvernement le fixe, plutôt que vraiment là, de fixer, de mettre un objectif de sortie de la pauvreté. Il met ce ratio-là, il dit que ça amène plus de prévisibilité pour les entreprises et que ça va limiter les effets sur l'emploi. Mais justement, tu sais, moi, tu parles de pauvreté, sortir de la pauvreté, mais c'est quoi dans le fond, tu sais, ça veut dire sortir de la pauvreté, c'est quoi un salaire là, qui dirait, moi, je sors officiellement, ça y est, je suis sorti de la pauvreté. Là. Demain matin, j'ai ce salaire-là, je suis plus pauvre. C'est quoi qui ferait ça? C'est encore une bonne question. Parce que ce qu'on sait, on est capable de mettre un seuil un peu d'extrême pauvreté. Puis au Canada, on l'a, c'est la mesure du panier de consommation, la MPC. Puis d'ailleurs, le gouvernement dit, mais avec le salaire minimum qu'on offre là, tout le monde est au-dessus de la MPC. Mais ça, ce panier-là, c'est vraiment le minimum là, pour survivre. T'sais. Si j'ai un petit peu plus, je suis pas sorti de la pauvreté, je suis encore à un anicroche là, d'être dans le trouble demain matin, puis de me retrouver là, avec des dettes. Puis c'est vraiment, là, je survis grâce à cette MPC-là. Pour sortir de la pauvreté, il faut être capable de partir en vacances quand même en famille, il faut être capable de parer à des imprévus, il faut être capable de s'offrir peut-être une sortie de temps en temps, à des petits luxes, entre guillemets, qui font partie de la vie courante, ben il faut être capable de s'y offrir parce que sinon, on ne vit pas, on est encore en train de survivre. Comment est-ce que le 18 $, lui, a été établi? C'est en fonction, on est allé prendre une mesure qu'on appelle là, la MFR 60. Et là, on est allé prendre 60 % du revenu médian au Canada. Puis quand on regardait là, cette mesure-là, qui est encore, somme toute, arbitraire, là, ça reste encore un chiffre, mais un chiffre qu'on est allé choisir. Sauf que quand on regarde ça par rapport aux revenus viables que les risques calculent, puis à d'autres éléments, on est capable de... C'est vraiment là, à partir de ce niveau-là, quand on commence à être un petit peu supérieur finalement à ce revenu médian-là, qu'on peut finalement vivre plutôt que survivre. OK, puis tu sais, moi, j'ai l'ironie facile, là. J'aime ça faire des petites blagues, mais tu sais, je me demande, est-ce que c'est une blague si je dis qu'au Québec, on est plus égalitaire qu'ailleurs, ou c'est la vérité? C'est pas une blague. Okay. C'est vrai que comparé à d'autres endroits, on est plus égalitaire au Québec. Quand il y a des indices qui existent pour ça, là, notamment l'indice de Gini qui vient déterminer à quel point la richesse est concentrée dans les mains des plus riches ou à quel point elle est plus répandue également. Puis au Québec, on a effectivement cet indice-là. Il est meilleur que dans d'autres États, notamment des États américains, mais même meilleur que dans d'autres provinces au Canada. Mais ça veut pas dire qu'on est égalitaire pour autant. Les inégalités sont encore très, très élevées au Québec et elles continuent surtout d'augmenter depuis de nombreuses années. Fait qu'on n'a pas réussi à mettre un frein là-dessus et ça veut dire que les plus pauvres continuent de s'appauvrir puis les plus riches s'enrichissent. J'imagine qu'une des raisons pour laquelle notre indice est un peu meilleur qu'ailleurs, c'est aussi le filet social qu'on s'est doté au Québec. Oui, c'est ça. On a des mesures sociales, on a un impôt qui est un peu plus progressif qu'ailleurs. Fait que, effectivement, on a plus de redistribution finalement des revenus. T'sais, on entend souvent qu'on est très taxé au Québec, mais c'est un peu grâce à ça qu'on réussit à être plus égalitaire puis qu'on réussit à avoir quand même moins de pauvreté là, relativement qu'ailleurs. Puis, tu sais, moi, je me demandais quelque chose aussi. Tu sais, j'ai déjà eu des discussions avec des amis, parce que moi, j'ai des amis qui gagnent de l'argent, d'autres qui en gagnent un peu moins. Puis là, ils sont comme, à un moment donné, la classe moyenne, tu sais, va comme disparaître. Là. Puis avec comment ça s'enligne là, en ce moment, l'inflation, etc., tu sais, c'est quoi qu'on peut penser de ça, la fameuse classe moyenne, tu sais, dans le fond, APA? Hey, qu'est-ce qu'on peut penser de la classe moyenne? Ben, tu sais, c'est tout qu'un concept là, qui est neuf, puis on met un peu tout le monde, ils demandent à quelqu'un, ils vont toujours dire on est dans la classe moyenne, là, même s'ils sont dans la classe aisée, puis même quand on est un peu moins aisé, ben on va vous dire qu'on est dans la classe moyenne par orgueil, tu sais, c'est comme classique. Ceci dit, c'est vrai que tranquillement, à mesure que les inégalités continuent d'augmenter, même si
puis on a essayé de mettre en place certaines balises puis certains garde-fous là, un peu. C'est vrai que, comme je disais, les plus riches sont de plus en plus riches, puis les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, puis relativement. Fait que dans le milieu, là, c'est vrai que graduellement, il y a de moins en moins de monde qui vont se retrouver là. Puis c'est vrai aussi que, vu qu'on fait reposer le fardeau fiscal beaucoup sur cette classe moyenne-là. Avant, c'était beaucoup sur les entreprises. Hein. Avant, c'était quasiment 75% des impôts perçus étaient payés par les entreprises sur les profits et sur les revenus qu'ils font. Puis, maintenant, depuis les années 80, la proportion s'est inversée. Maintenant, c'est 75% de l'impôt qui vient des particuliers, puis 25% seulement à peu près là, qui vient des entreprises. Fait que depuis qu'on est dans cette situation-là, c'est sûr que pour les particuliers puis pour la classe moyenne, c'est difficile. Puis parce que les plus pauvres payent beaucoup moins d'impôts, puis les très, très riches n'en payent pas non plus. Ouais. Fait que là, c'est là qu'il y a une espèce de no man's land là, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement le goût d'être. Tu parles des entreprises souvent quand on parle de l'augmentation du salaire moyen ou du salaire minimum, en fait. Il y a des entreprises qui disent, oui, mais moi, si je dois payer mon monde plus cher, je vais devoir mettre la clé dans la porte. Est-ce que c'est une réalité? Il y a toutes sortes de choses qui font qu'une PME ou une petite, parce qu'on parle souvent des PME, là, oui, c'est exact. Rarement des grandes entreprises là, quand on parle de ces inquiétudes-là. Les PME, là, ils ferment, il y a un gros roulement de fermeture des PME au Québec, point. T'sais, peu importe là, que les salaires moyens ou que le salaire minimum augmente, il y en a qui vont ouvrir, il y en a qui vont fermer. C'est un peu la nature des choses. Là. C'est une genre de destruction créatrice là, que certains économistes ont déjà appelé. Mais tu sais, au-delà de cette destruction de ça, les entreprises, il faut être conscient qu'une entreprise qui ne paye pas un salaire décent, qui ne paye pas un salaire qui permet une sortie de la pauvreté, puis qui force ses employés à peut-être s'adresser à des banques alimentaires pour arrondir leur fin de mois ou à s'adresser à des organismes communautaires, mais c'est comme s'il fait porter le poids de son salaire pas assez élevé. C'est toute la société qui est obligée de compenser pour. T'sais. Si on pense à des exemples qui sont assez près de nous, mettons qu'on prend Walmart aux États-Unis où c'est notoire là, que leurs employés ont besoin là, de food stamp là, en bon français pour subvenir à leurs besoins. Mais Walmart, ils font payer à l'entièreté des contribuables américains finalement le fait qu'ils ne sont pas capables de donner des salaires adéquats alors qu'ils font des profits qui leur permettraient de le faire. Fait que, si je ne me trompe pas, dans le fond, au lieu de payer directement par des impôts, dans le fond, on va payer par des impôts le fait que l'entreprise fait des produits à bas prix, mais au final, le contribuable, c'est quand même lui qui va payer d'une façon ou d'une autre. Fait qu'au lieu d'acheter des items qui sont plus cher, on va le payer en impôts pour pallier au fait que ces personnes-là sont dans la pauvreté, finalement. Oui, on va comme subventionner son entreprise par le fait qu'on aide ses employés à vivre décemment parce que les salaires qu'ils offrent ne seraient pas capables de le faire. Tu sais, ça reste ça. Puis, il y a des... C'est vrai là, qu'il y a des industries où est-ce qu'on le sait que ça va faire plus mal qu'ailleurs. Tu sais, la restauration, où est-ce que les marges de profit sont plus faibles, là, entre autres. Puis les organismes communautaires, où est-ce que leur financement est tellement faible. Fait que ça, il y aurait des solutions pour eux. Mais les autres entreprises, là, tu sais, qui veulent pas... J'ai le goût de dire, si ton modèle d'affaires il est basé sur l'exploitation de tes employés, puis quand je dis exploitation, c'est ça, à mon avis, quand tu payes pas quelqu'un décemment. Si ton modèle d'affaires est basé là-dessus, que tu es juste rentable, puis que toi, tu peux te payer un salaire, puis tu peux faire des profits, juste si tu payes pas des salaires suffisants aux autres... J'ai pas beaucoup de sympathie pour ce modèle d'affaires-là, puis j'ai le goût de dire qu'on en a peut-être pas besoin au Québec, surtout dans le contexte actuel où est-ce qu'on a énormément de postes vacants, puis qu'on a très, très peu de chômeurs puis de chômeuses. C'est un peu comme l'idée du petit commerce que je pense personne connaît avec les tasses de café rouges en carton que tout le monde va chercher quand il va travailler. Quand dans une ville comme exemple Jonquière au Saguenay, quand on a genre 8, peut-être qu'on pourrait en avoir juste un, puis ça serait correct dans le sens que, tu sais, quelque part, on s'est peut-être créé aussi des besoins, puis on a peut-être créé cette demande-là, mais en même temps, comme tu dis, on a des postes vacants dans ces entreprises-là, puis c'est pas elles qui font le plus pitié en ce moment-là.
Non, mais effectivement, tu sais, puis pour la chaîne dont tu parles, ben, c'est une chaîne qui dégage des profits qui seraient suffisants là, normalement pour être capable de payer des bons salaires. Puis je pense que dans la réalité des choses, ces chaînes-là commencent à offrir quand même des salaires davantage concurrentiels. Là. Si on pense à d'autres chaînes de fast-food là, jaunes, là, mettons avec un M, là, eux autres aussi sont mis à payer là, des salaires qui sont au-delà finalement, qui sont rendus dans le coin de 18 puis de 19. Tu sais, il y a en ce moment, on est dans un. Puis ils n'ont pas fermé phase. Pour autant. Ben non, ils n'ont pas fermé. Puis le prix du Big Mac n'a pas doublé non plus. Tu sais, fait que il y a pas de. C'est pas des très, très gros problèmes, je trouve, pour ce genre d'entreprise-là. Je pourrais comprendre pour le petit dépanneur que ça le met un peu plus dans le trouble, mais la grosse chaîne, là... Puis tu sais, nos organismes communautaires, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'on... En tant que syndicat, je pense que c'est important de s'intéresser à la communauté puis de soutenir justement ces organismes-là. Tu sais, tu disais qu'il y avait peut-être des solutions justement pour ces organismes. Ça peut ressembler à quoi quand tu dis des solutions? On dirait ça me pique ma curiosité un petit peu. Ouais, c'est sûr que quand je parle de solutions, je parle d'argent puis je parle d'enveloppe gouvernementale qui devrait être plus importante parce que salaire minimum, pas salaire minimum, le milieu communautaire souffre depuis des années puis il réclame là, des réinvestissements là, d'au moins 400 à 500 millions à tous les budgets, puis ils ont toujours des peanuts finalement pour réaliser leur mission. Puis ça, le gouvernement est très, très content d'avoir les organismes communautaires parce qu'il comble des services que lui-même n'a pas à rendre finalement à cause que les organismes sont là. Fait que quand je parle de solutions pour aider les organismes communautaires, ben c'est d'augmenter leur financement parce que au-delà du fait que le salaire minimum, il n'est pas augmenté puis il n'est pas adéquat, reste qu'ils sont en concurrence quand même déjà en ce moment, ces organismes-là, pour embaucher des gens, puis ben, les salaires augmentent un petit peu partout. Fait que le vrai danger, là, il n'est pas tant de l'augmentation du salaire minimum en ce moment, c'est de ne pas être capable de recruter les gens, puis surtout dans des secteurs aussi névralgiques que les organismes communautaires, à mon avis. Puis tu sais, ça doit avoir un impact, ça. Tu parles de l'enveloppe, justement, qui doit être augmentée et tout. Et c'est quoi l'impact sur... c'est des finances publiques, là, dans le fond. Là. C'est quoi l'impact sur les finances publiques à ce moment-là? Si on augmente ces enveloppes-là, si on décide d'en donner plus à ces organismes-là, d'augmenter juste le salaire minimum, mettons, demain matin à 18 $, c'est quoi que ça va faire comme... Bien, pour les finances publiques, c'est sûr que là, si on fait juste parler de venir combler le manque à gagner des organismes communautaires, ça me semble être une dépense. Mais... en augmentant le salaire minimum, mais c'est aussi les impôts sur le revenu qui vont être prélevés, qui vont de beaucoup augmenter. Fait qu'en ce moment, là, en n'augmentant pas le salaire à 18, le gouvernement se prive d'à peu près 1,5 milliard là, de dollars dans ses coffres, si je me fie aux estimations que j'ai pu lire là, de certains de mes collègues. Fait que c'est amplement pour compenser le fait qu'il faudrait en verser peut-être une centaine de millions de plus là, au gros max, mettons, aux organismes communautaires. Moi, je pense que on serait gagnant. Puis en plus, il n'y aurait pas moins d'emplois au Québec. Là. Fait que, il y a juste du monde qui serait payé plus cher pour le même nombre d'emplois. Fait que forcément, les gains pour le trésor public, là, ils seraient appréciables. Souvent, quand on parle du salaire minimum, on est le Comité national des jeunes, on voit souvent l'image du jeune qui travaille justement dans la restauration puis qui est au salaire minimum. Est-ce que c'est une image qui est réelle ou ce n'est pas nécessairement la majorité des personnes qui sont au salaire minimum qui sont des jeunes qui sont encore aux études, mettons, ou à temps partiel ou... Oui, c'est le fameux cliché de l'étudiant là, qui finalement il est bien content de pouvoir travailler, même si. Puis il est encore chez papa puis maman, fait qu'il n'y a rien à dépenser. Hein. Mais c'est un portrait qui est un peu biaisé puis faux parce que la réalité des choses, là, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité que ça dans les gens qui sont au salaire minimum, puis que c'est beaucoup des gens qui sont dans la fin vingtaine puis qui sont normalement plus chez leurs parents. Là, ou s'ils sont, c'est sûrement pas par choix, puis c'est plus par le fait qu'ils n'ont pas les moyens justement pour quitter le nid familial. Pour trouver un habitation ces temps-ci? C'est pas facile. C'est pas effectivement pas facile. Puis souvent, ça va être des gens universitaires là, qui vont avoir eu des diplômes, mais qui n'auront pas nécessairement réussi à se placer dans le domaine qu'ils auraient voulu. Puis, tu sais, dans le fond, si on le voit un peu d'une vision, si on s'adresse au gouvernement capitaliste, on va lui dire, ben c'est ce que tu parlais, dans le fond, c'est un investissement que vous faites là, de mettre un peu plus de subventions pour en récupérer plus aux impôts. Tu sais, cet argument-là, y a-tu déjà été apporté? Probablement que oui, j'imagine, mais comment ça s'est reçu par les gouvernements quand on leur présente cette théorie-là qui fait vraiment beaucoup de sens, là, puis qu'à quelque part, tout le monde s'y retrouve? Là? Tu sais, le gouvernement fait de la
politique. Hein. Fait que normalement, si tu leur racontes ça précisément, puis si tu leur dis ça précisément, c'est rare qu'ils vont te répondre là-dessus, puis ils vont plus comme, tu sais, c'est intéressant d'entendre le ministre du Travail, là, c'est très évasif, puis il est très bon pour se défiler. Mais oui, on leur dit au gouvernement, puis tu sais, les chiffres, puis ce que je vous dis là, ça a fait l'objet d'un dépôt, un avis écrit au ministre, où est-ce qu'on lui a expliqué là, en plusieurs dizaines de pages là, pourquoi est-ce que le salaire minimum devrait être à 18 de l'heure plutôt qu'à 14,25. Puis ça, comme d'habitude, ça nous vaut une réponse là, polie là, qui nous explique que, ben, vous savez, au Québec, on fixe ça de telle manière. Hein, c'est le ratio. On a une enveloppe, il faut la respecter, puis il faut en donner à tout le monde. On veut de la prévisibilité pour les entreprises. Puis moi, j'ai le goût de leur dire, ben tabarouette, il n'y a rien de plus prévisible que de mettre un calendrier là, très, très clair qu'on se rend à 18 de l'heure d'ici 2 ou 3 ans. Parce que sinon, c'est pas très prévisible. On le sait pas d'avance, là, ça va être quoi l'augmentation du salaire moyen horaire au Québec. Puis les entreprises ont peu d'influence là-dessus. Puis c'est pas des prévisionnistes. Fait que je trouve que quand on parle de rendre ça plus prévisible, c'est pas si prévisible que ça quand on base ça sur un ratio d'un salaire horaire moyen qui est inconnu des entreprises. T'sais. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est un bon point. Ouais, puis, ben, je sais pas, Lydia, tu voulais-tu y aller? Ou, Non, vas-y. Moi, là, je me demande si tu parles de salaire moyen, mais tu sais, c'est terrible. Là. C'est-à-dire quelqu'un qui gagnerait, mettons, quelqu'un qui gagnerait 260 000 contre quelqu'un qui en gagne 30 000, ils vont faire une moyenne de tout ce beau monde-là en tout partout au Québec, puis ils vont dire, parfait, moi, mon salaire moyen, il est à 60, à un moment donné, il est à 60$ de l'heure, ou à un moment donné, il est à ci, il est à ça. Mais tu sais, déjà qu'on considère qu'il y a des inégalités, si on fait juste se baser là-dessus, je trouve que c'est assez archaïque là, comme vision. Et on peut-tu évoluer puis se dire, là, il y a eu la pandémie, il y a eu plein de situations, entre autres, il y a l'inflation qui est à son plus haut point. On s'en va sur une grosse crise économique. On dirait qu'on n'en parle pas. On fait juste des petits articles. Le prix du gaz augmente. Le prix du lait a doublé. Et ci et ça. Mais on dirait qu'on s'en sac, qu'on s'en fout de nous autres. On s'en fout du monde qui paye, qui vont faire leur épicerie. On fait juste leur dire, le 1er mai, le salaire, il est passé à 14,25. Vous êtes bien contents. Vous allez avoir plus d'argent dans vos poches. On dirait que c'est jamais considéré. Moi, c'est quelque chose qui me révolte, ça, personnellement. Là. Mais ça l'est, tu sais. Puis le pire, c'est qu'on va évoquer, alors que c'est les plus petits salariés qui font le plus les frais de cette inflation-là actuelle, mais on va leur dire non, je peux pas augmenter ton salaire minimum parce que si je le fais, ben tu vas causer de l'inflation, tu sais. Alors que là, à un moment donné, là, c'est parce que l'inflation est-tu vraiment causée par le salaire minimum? Là? Moi, c'est une question. Est-ce que c'est vrai de dire que l'inflation est causée par les personnes les plus faibles salariées? En réalité, les personnes qui ont plus les moyens de dépenser, c'est pas eux qui causent le fait que l'inflation augmente? Bien, c'est sûr que l'inflation, ça vient d'une augmentation de la demande, puis puis dans le cas de l'inflation actuelle, là, c'est vraiment une demande qui est trop forte dans certains secteurs, puis une offre qui est pas capable de suivre. Fait que quand l'offre est pas capable de suivre, ben c'est facile, ils augmentent leur marge de leur marge de profit. Ils n'ont pas nécessairement plus de coûts, là, ces entreprises-là, mais ils peuvent augmenter leur profit d'autant parce que la demande est là puis il y a des gens qui sont prêts à payer le prix. Fait que normalement, quand ça arrive, c'est effectivement pas mes plus petits salariés qui vont faire comme monter cette inflation-là. Parce qu'eux, ils veulent payer l'épicerie. Eux autres, ils veulent payer l'épicerie, ils veulent payer leur logement, tu sais. Puis en ce moment, l'inflation, ben, c'est le prix du gaz, c'est le prix des matériaux de bois, c'est le prix de la viande rouge, c'est le prix des produits laitiers, tu sais. C'est des prix qui sont pas nécessairement influencés par le salaire minimum, là, dans les structures de coûts de ce genre d'entreprise-là. Il y en a très peu des gens au salaire minimum ou des gens près du salaire minimum dont il y aurait comme des salaires plus élevés à payer puis qui augmenteraient finalement les coûts de cette entreprise-là. Mais même dans le cas d'une entreprise qui a beaucoup d'employés au salaire minimum, ben, dans sa structure de coûts, là, il va peut-être avoir 30 à 40 50 mettons qu'on exagère, là, 50 là, de ses coûts, ça pourrait être de la main-d'œuvre. Puis là, il pourrait avoir une légère augmentation de 50 de ses coûts, mais ça va, tu sais, quand c'est juste 50 qui augmente un peu, mais sur l'ensemble du 100 même si j'augmente de 10 mon salaire minimum, tu sais, ça sera pas un impact qui est faramineux en bout de ligne sur les coûts totaux, là. Donc, on entend souvent dire, là, c'est, ben oui, mais là, puis là, c'est pas nécessairement en lien avec l'inflation directement, mais c'est de dire, je le sais bien, si tu augmentes le salaire minimum de 50 cents, puis que ça vaut 10 ben tout le reste va augmenter d'autant, puis c'est comme si tu vas pas avoir augmenté ton salaire. Comme
Comme si la seule chose qui payait, c'était le salaire. Ben, c'est ça, alors qu'il y a plein d'autres coûts là, qui viennent puis qui sont pas affectés, eux autres, directement par leur salaire minimum. Fait que, tu sais, il peut avoir des augmentations de coûts, pas dans toute l'économie, surtout dans les places très intensives en embauche de main-d'œuvre peu dispendieuse. Mais en réalité, ça sera jamais 100% de leur structure de coûts. Fait que j'aurai jamais une inflation. Tu sais, si j'augmente de 10% mon salaire minimum, c'est impossible que l'inflation soit de 10% en retour. Là. C'est mathématiquement impossible. Mais tu sais, les épiceries qu'on fait des 200% de profit, des affaires de même pendant la COVID, quand les gens, dans le fond, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était qui s'étaient dépensés parce que, bon, ils pouvaient malheureusement pas aller travailler, ils recevaient un revenu qui était garanti, là, que ça, je pense, ça a été une belle mesure qui a permis aux gens de vivre là, correctement. Mais ces épiceries-là qu'on fait des 200% de profit, pourquoi que là, les prix augmentent comme... C'est-tu juste à cause du système capitaliste? C'est-tu, tu sais, à quelque part, il n'y a pas une dimension humaine qui peut être apportée par le gouvernement, même dans les épiceries? Il n'y a pas un contrôle qui peut être effectué par le gouvernement à ce niveau-là? Le gouvernement aurait la latitude qu'il faut là, pour mettre des impôts sur les revenus exceptionnels ou de faire des ponctions pour les industries et les entreprises là, qui ont comme fait la passe pendant la pandémie. Puis il y a eu des propositions de certains partis là, davantage à gauche en ce sens-là. Mais bon, le gouvernement a choisi, là, la CAQ n'a pas voulu aller là pour le moment, ni les libéraux fédéraux d'ailleurs. Fait que les libéraux fédéraux, c'est pas vrai, là, ils ont augmenté légèrement l'impôt sur les revenus des banques. Là, fait que ça, c'est intéressant. Ça faisait longtemps que le NPD le demandait, puis ils ont réussi à faire ce gain-là. Mais oui, on pourrait le faire. Oui, c'est le produit du système capitaliste. Comme tu sais, une entreprise, son objectif, c'est de faire du profit. Si elle est capable d'augmenter ses prix puis que le monde en achète encore, elle va le faire. Là, je veux dire, elle ne va pas se limiter par humanisme là, à faire 5% de profit parce qu'elle est une épicerie. C'est plate, là, mais Métro, c'est une grosse business, puis ils sont là pour faire du cash. Puis on peut pas faire un boycott national des épiceries, là, c'est comme pas réaliste. C'est un peu compliqué. C'est ça. Une rémunération juste et correcte, qu'est-ce que c'est? Oh, OK, oui, ça, c'est une question qui sort un petit peu du scope juste du salaire minimum là, en ce moment. C'est une bonne question, tu sais, parce que là, tantôt, on disait le critère pour le salaire minimum, c'est la sortie de la pauvreté. Mais on pourrait avoir d'autres critères pour établir un salaire minimum qui soit basé sur peut-être davantage la productivité réelle dans l'économie québécoise, c'est-à-dire c'est quand je prends l'ensemble du PIB et que je divise par le nombre d'heures travaillées, ben, ça va me donner une espèce de revenu à l'heure là, qui est dégagé pour chaque heure travaillée. Fait qu'on pourrait essayer de baser le salaire minimum sur quelque chose qui ressemble à ce ratio-là, puis qui produirait probablement quelque chose d'un petit peu plus élevé que le salaire minimum qui te permet de sortir de la pauvreté. Après ça, un salaire juste, c'est une grande question. Hein, puis les marxistes se sont posés, ont répondu finalement à cette question-là. T'sais. Pour un salaire juste, c'est un salaire où est-ce que tous les surplus, tout le profit finalement a été redistribué aux travailleurs pour lesquels lesquels ont vraiment contribué finalement à cette plus-value-là. Fait que c'est quand le taux d'exploitation là, qu'on appelle dans le marxisme est à zéro, ben là, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est effectivement juste comme salaire. Et il y a des modèles d'entreprises là, qui sont capables de fonctionner sur ça. Tu sais, quand on pense à des coopératives de travailleurs, ben même si c'est pas parfait, puis même si on avait juste des coopératives de travailleurs qui cherchaient encore du profit, on serait encore dans le trouble à bien des égards. Mais au moins, dans ce cas-ci actuellement, ben s'il y a du profit qui est dégagé, ben c'est la coopérative qui décide comment est-ce que ce profit-là est redistribué. Donc, il y a une certaine redistribution. Ben c'est ça. Ils vont peut-être décider d'augmenter les salaires. Ils vont peut-être décider de réinvestir dans les installations de l'entreprise pour être capable d'augmenter la production puis de faire des nouvelles embauches. On est aussi dans des cas comme ça, si on pense à des coopératives d'habitation, là, où est-ce que pour un même appartement en coopérative ou en non coopérative, on va avoir des écarts de prix de 300-400 $ là, des fois là, par mois, si c'est pas plus. Dans le fond, une des clés serait de redonner le pouvoir dans les personnes qui sont membres de la coopérative. Dans le fond, dans une entreprise, ben, si tous ensemble, on pourrait décider de l'avenir ou qu'est-ce qu'on fait avec les profits, ben, ça pourrait ramener une certaine équité. Non? Tout à fait. Ça serait beaucoup mieux comme ça si on était dans ce genre de coopérative-là à la grandeur. Ça serait pas parfait, mais ça serait déjà un bon pas. Fait que c'est plus qu'un bonus rendu là. C'est vraiment juste une redistribution de tout le surplus qui a été fait pour que ce soit
ça tombe à zéro, en fait, que ça tombe au neutre là, pour tout le monde. Là. Ben, c'est ça. C'est qu'au lieu qu'il y ait un retour aux actionnaires, là, une dividende qui est versée aux actionnaires, ben là, ça va être une ristourne qui peut être versée aux membres. Mais tu sais, les membres, c'est ceux qui vont avoir vraiment travaillé dans des coopératives de travailleurs, alors que l'actionnaire, ben, il peut avoir pas travaillé du tout, puis surfer sur un héritage, c'est ça. Bref, il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons pour être actionnaire puis recevoir des dividendes. Ouais, c'est bon. Mais moi, je me questionnais, tu sais, parce qu'on parle, on est quand même, on est le balado vers l'avenir aussi, tu sais, qui représente aussi avec le CNJ, donc au SFPQ. Moi, je m'adresse aux jeunes, justement, qui nous écoutent, aux gens qui sont un peu dans la tranche d'âge là, qu'on vise, bien que tout le monde est invité à écouter notre balado, c'est sûr, là, mais nos membres du réseau des jeunes. Moi, demain matin, là, tu sais, j'ai un salaire, bon, on se dit que le salaire minimum, il passe à 18 $. J'ai un salaire, mettons, qui est à 19 quelque chose. Bon, ce qui est très peu de nos membres, je pense, là, qu'on représente, là, qui sont proches de si le salaire serait, mettons, à 18 à ce moment-là. La majorité, on gagne quand même un petit peu plus. Qu'est-ce qui ferait en sorte que faudrait que je me mobilise pour les autres? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il faudrait que pour ma communauté, pour ma collectivité, je me mobilise demain matin pour que le salaire soit à 18 $ de l'heure? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que l'intérêt immédiat de cette personne-là, il est plus loin. Là, c'est pas parce que je me mobilise demain matin, c'est pas une différence dans mes poches. Mais, puis je le disais un petit peu tantôt, nous, comme syndicat, on défend un projet de société qui est progressiste, où est-ce qu'on veut améliorer les conditions de tout le monde. Puis moi, j'ai quand même la conviction que plus les gens avec qui je suis en communauté sont épanouis puis sont bien, ben plus moi, je vais être capable de m'épanouir puis d'être bien. Côtoyer des gens épanouis, là, c'est pas mal plus épanouissant que de côtoyer des gens qui courent après le yard, qui tirent le yard par la queue, je veux dire, ou qui courent après les fins de mois puis qui ont de la misère à survivre. Là, fait que moi, c'est un peu l'argument que je pourrais servir. On s'entraide tous, puis comme ça, tout le monde va être mieux plutôt que de moi, je vais me tirer, je vais tirer. Je n'irai pas dans les expressions, je suis vraiment nulle. Fait que moi, je vais être mieux que tout le monde puis que toutes les autres. Tu sais, dans le fond, de ne pas se réjouir du malheur des autres en se disant « Ah, ben moi, je suis moins pire », mais d'améliorer chacun leurs conditions, quitte à avoir peut-être un peu moins de luxe, mais que l'ensemble, on soit bien. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est de viser plus haut pour tout le monde puis de pas comme piler sur la tête des plus bas salariés, mais de vouloir élever l'ensemble des conditions pour tout le monde. Je pense que c'est un beau projet quand même de société. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est louable. Puis, c'est l'idée de se dire que même si moi, mettons, il y avait une reclassif des emplois, puis que le mien n'était pas visé parce que, bon, je suis déjà à telle braquette de salaire, mais de penser que tous ceux qui vont rentrer en dessous de moi, ben, ils vont avoir des meilleures conditions comme moi, j'ai pu goûter. Juste ça, je pense que c'est mobilisateur, c'est motivant aussi. Puis, on fait toute partie d'une société, là, quelque part. Là. Chaque entreprise est une micro-société et la société, ben, on en fait tous partie. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à s'impliquer puis à pas juste se regarder le nombril aussi. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un bon point que tu amènes. Puis Lydia aussi, là, dans ce que tu mentionnais. Puis toi, quand tu étais plus jeune, mettons, est-ce que... Moi, ça m'intéresse là, l'historique du salaire minimum. Tu sais, que ça a commencé comment? Puis c'est qui a décidé un bon matin de dire ça nous prend un salaire minimum? Comment ça a fonctionné, ça? Hey, là, tu m'en poses vraiment une bonne, ceci dit. Je suis pas capable de te dire exactement quand est-ce que le salaire minimum ça a commencé au Québec puis au Canada. Mais ça n'a pas toujours existé. Mais ça n'a certainement pas toujours existé. Ça, c'est sûr. Là, je veux dire, si les enfants travaillaient dans des mines puis qu'on travaillait 7 jours sur 7, 12 heures par jour pendant l'industrialisation, je me doute bien qu'il n'y avait pas de salaire minimum à cette époque-là. Fait que c'est sûr que ça a été le fruit de gens qui, comme nous, comme le CNJ, comme les syndicats, se sont alliés puis ont fait les luttes sociales qu'il fallait faire, comme pour la fin de semaine, comme pour les journées de 8 heures, à un moment donné, le salaire minimum, ça a fait partie de ces victoires-là qu'on a réussi à avoir. Est-ce que c'est une victoire qui est encore partielle parce que le niveau du salaire minimum n'est pas encore à notre goût, mais certainement, ça a fait l'objet de luttes syndicales puis de luttes là, de luttes sociales. Puis, tu sais,
on a beau être le Comité national des jeunes, puis c'est vers l'avenir qu'on est tourné, comme le nom du podcast le dit. Puis je pense que c'est intéressant d'essayer de laisser une planète, puis une société, puis des communautés qui sont plus en shape, puis qui sont mieux que ce à quoi on a eu droit, tu sais, de mettre la maison encore plus en ordre, là, mais je pense que c'est un bel objectif, puis c'est un beau leg à laisser aux personnes qui vont nous suivre, là, dont nos enfants, puis nos frères et sœurs. De laisser mieux à l'avenir, de laisser mieux à la relève. Vraiment. Puis tu sais, il doit y avoir des initiatives locales, j'imagine. T'sais, en tout cas, j'avais déjà entendu parler, je pense que c'est à Québec, des dollars, comme des dollars solidaires ou des choses comme ça. On dirait, c'est comme si les membres de la communauté se mobilisaient pour essayer de justement de passer par-dessus les injustices, les inégalités qu'on vit. Mais tu sais, c'est quoi que ça donne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit des résultats positifs? Est-ce que ça fait des émules dans d'autres régions, dans d'autres pays, peu importe. Est-ce que toi, tu es capable d'en dire un peu plus? Ben, oui, je serais capable d'en dire vraiment beaucoup plus. Puis peut-être qu'il faudrait que ça fasse l'objet d'un autre épisode de podcast, là, parce que je connais très, très bien les dollars solidaires à Québec. C'est une monnaie, effectivement. C'est un groupe de citoyens et citoyennes qui a essayé de faire une reprise du pouvoir économique. Dans ce cas-ci, il y avait vraiment une perspective qui était plus sur la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir une monnaie qui circule localement dans les commerces qui l'acceptent, puis que cette monnaie-là recircule entre ces commerces-là, puis qu'on crée des nouvelles relations d'affaires qui minimisent finalement les coûts de transport, puis qui favorisent les circuits courts. T'sais. C'est vraiment ça l'objectif d'une monnaie comme ça. Puis parallèlement, vu qu'elle est complémentaire au dollar canadien, mais il faut qu'on garantisse, quand on émet des dollars, quand des dollars solidaires sont émis, ben, ils sont garantis par des dollars canadiens qui sont déposés dans un compte épargne. T'sais. Fait que à la fois, on essaye de mettre de l'argent qui circule localement, puis on veut relocaliser des chaînes de valeur, des chaînes de production, mais on est en plus capable d'économiser finalement collectivement, faire une genre d'épargne collective pour peut-être faire du microcrédit justement pour aider des gens qui sont davantage dans le besoin ou faire de la subvention là, de projets coopératifs, communautaires, etc. Ceci dit, c'est pas, on est encore à l'étape plus embryonnaire que ça. Là. Je veux dire, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions totalement encore à Québec là, versus ces dollars solidaires. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est là justement pour pallier entre autres au salaire minimum ou ça n'a aucun lien, on n'est pas capable de faire une corrélation? Il n'y a pas de corrélation parfaite à faire. Ceci dit, c'est sûr que quand on favorise une monnaie locale puis qu'on veut que tout soit produit davantage localement, ben c'est ici qu'on est capable de plus contrôler démocratiquement les conditions de travail. T'sais. Fait que j'aurais pas un contrôle sur le salaire minimum, mais au moins, il va être payé salaire minimum québécois puis pas nécessairement salaire minimum en Inde ou quand il n'y a pas de salaire. de monnaie dans le monde. Ben c'est ça. Le travailleur va sûrement être mieux traité au Québec si c'est là qu'on produit que dans des usines, puis où est-ce que c'est du sweat labor puis du cheap labor, là, finalement. Fait qu'il y a de ça. Puis il y a un petit avantage aussi au fait que quand c'est captif localement, cet argent-là, ben elle s'enfuit pas dans les paradis fiscaux. T'sais. Fait qu'on vient jouer sur plusieurs plans. Mais là, il faudrait pas croire qu'une monnaie locale, c'est une panacée. Là. C'est vraiment un outil qui existe parmi tant d'autres là, qui sont à disposition des citoyens pour améliorer leurs conditions de vie puis sauver la planète. Là, pourquoi pas? Mais tu sais, ça démontre que quand la population se mobilise, ben on arrive à des belles choses. Puis c'est que si on se mobilise pour les bonnes raisons, ben je pense qu'on a des combats qu'on est capable de gagner. En tout cas, qu'on est capable de se rapprocher. Déjà, on le voit là, on fait changer les esprits tranquillement, pas vite. Je pense que ça va être d'autres luttes, ça va être d'autres combats qui vont être nécessaires. Puis je me disais un petit peu, j'étais peut-être un peu licorne de me dire si on achète moins chez, mettons, IGA, on va peut-être plus le faire perdre du profit. Donc peut-être qu'ils vont à un moment donné décider de baisser leur prix. Là. Je sais pas si c'est trop utopique comme vision. Là. Ben, c'est pas utopique. Je veux dire, je pense qu'effectivement, en consommant peut-être dans des petites épiceries locales, en vrac et tout ça, ben, c'est sûr que c'est de l'argent qui va pas dans les grandes chaînes là, de supermarchés. Mais des mouvements organisés, c'est plus efficace que des gestes individuels. Mettons, là, moi, j'ai plus foi en des boycotts organisés, puis là, on n'est pas nécessairement rendu là. Puis est-ce que, tu sais, à savoir, est-ce que c'est ça qu'on voudrait boycotter? Est-ce que, tu sais, quand on fait ça, là, des boycotts d'entreprises qui chargent trop cher, ben, il faut essayer d'identifier l'entreprise qui est la plus payante, mettons, à boycotter, là. OK. Fait qu'il y a un prochain podcast. On fait de la stratégie. Organisé.
C'est good. Fait que, ben écoute, je pense que c'est le temps qu'on avait avec toi, PA. Merci beaucoup. Merci de ton temps. Merci d'avoir répondu, je pense, clairement à nos questions. Si tu avais un petit mot de la fin que tu voudrais nous dire à nos auditeurs, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je vous dirais merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, ben, c'est ça. Il faut autant là, qu'on crée des initiatives citoyennes, qu'on fasse une lutte politique versus nos gouvernements. C'est comme ça qu'on va être capable de faire les gains qu'on veut faire. Puis tout changer, puis s'en aller vers l'avenir pour la suite des choses, considérant que c'est le titre du balado. C'est si bien dit, Lydia. Merci beaucoup. Merci.